Bonjour et bienvenue à l'émission Et si on parle avec votre animatrice Jeline Elmont, dit Emma. Aujourd'hui, Et si on parle de l'immigration. On est déjà là avec notre invité du jour, Marc Ringo Gervais, écrivain et historien. Qui est Marc Ringo Gervais? Marc Ringo Gervais est né en Haïti, plus précisément à Kinskov, à l'hôpital Kawalas de Fermat, et a grandi à Mayotte avec sa mère. Il a fait ses études primaires au centre classique de Don Bosco de Pétionville et ses études secondaires au collège Shekinah de Jacquet. En 2010, dans un premier temps, il a laissé Haïti pour la République dominicaine pour ses études universitaires. Après, il a laissé en 2018 la République dominicaine pour venir s'établir en Guyane française, où il a fait des études en histoire. Très engagé dans le milieu associatif et très impliqué dans les débats radiophoniques, il est l'auteur du livre à succès Vaudou et Liberté, publié à la fin de l'année 2022. Merci de rester branché. Cette page qui est là pour vous informer, former et partager des expériences avec vous. On a entendu parler de Marc Ringo Gervais, bien sûr. Alors, on va rentrer tout juste à l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bonjour Emma, bonjour à tous nos internautes. Alors Marc, qu'est-ce qui peut être à la base du phénomène migratoire? Juste avant même d'entrer en plein pied dans le phénomène migratoire, puisque c'est un phénomène, c'est plutôt un sujet clivant de nos jours, un sujet qui crée beaucoup de tensions à travers les sociétés, surtout les sociétés occidentales. Donc, je pense, pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'immigration, donc il faut recourir plutôt à la causalité de l'immigration, qui est la migration. Parce que l'immigration se fait beaucoup plus un effet, alors que la cause, c'est la migration. La migration c'est un mot français emprunté ou dérivé du latin, migratio, qui signifie plutôt déplacer d'un lieu à un autre. Déplacer d'un lieu à un autre. La technicité de l'humain lui-même permet, et disons, la technicité de l'humain, de pied, fait que l'humain est un être, pas seulement, fait de l'humain un être qui se mue, qui se déplace, puisque la vie est action et mouvance. La vie même, qu'est-ce qui peut être à la base de ce déplacement? C'est d'abord les besoins. Les besoins parce que ce qui peut motiver un tel déplacement, il peut s'agir en effet de conflits, il peut s'agir aussi de la recherche d'opportunités, donc des déplacements forcés, puisque je dis conflit, déplacement forcé. Il peut aussi volontaire, il peut aussi une motivation économique. Il peut s'agir d'une motivation économique. Donc, et ce sont autant d'éléments et de faits qui poussent les humains à se déplacer, à laisser leurs endroits où ils ont vu le jour pour aller vivre, pour aller résider ailleurs. Et de nos jours, nous sommes à plus, selon les chiffres de l'ONU, nous sommes à plus de 280 millions de personnes qui laissent leur foyer, leur terre natale pour aller chercher, pour partir à l'aventure en quête d'une vie meilleure, en quête de possibilités, d'opportunités pour leur bien-être. Est-ce qu'on peut parler alors, est-ce qu'on peut dire que l'immigration a un aspect positif? Ou si on parle d'aspect positif, est-ce qu'on peut parler aussi d'aspect négatif de l'immigration? Parler de l'aspect positif de l'immigration ou de l'aspect négatif, ça peut toutefois aussi générer une question de juste, d'injuste, de bon, de mauvais. Donc, bon, la vie est faite de tout ça. Mais puisque l'immigration, c'est un droit que l'humain détient, normalement, il a le droit d'immigrer. Mais il y a des pratiques. Des pratiques au niveau même de ces lois, de ces droits qu'on accorde à l'humain d'immigrer. Il y a un aspect sous-jacent de la question. Donc, si on regarde bien, comment on migre? Migrer, immigration, c'est rentrer dans le pays. C'est rentrer. Celui qui quitte son pays pour aller, il émigre.
accueillante, c'est immigrer. Et quand on arrive sur le territoire, soi-disant le territoire d'accueil, tout ça, il y a un problème. Et quel est le problème? Soit peut-être avec la population locale. Bon, même avant la population locale, il y a déjà un problème avec les gardes de frontières. Les gardes de frontières par rapport à la maîtrise en question. Parce que le problème, c'est qu'on va chercher toujours des boucs émissaires à partir des migrants. Si l'économie est en faillite, ce sont les migrants. Tu vois? Ok. Si telle chose ou telle chose ne fonctionne pas, l'économie est en faillite, c'est les migrants. On va dire exactement c'est les migrants parce que celles et ceux qui ont une politique soi-disant peut-être nationaliste ou bien qui ont une vision beaucoup plus axée sur une question identitaire exacerbée, on va dire non, on est venu, tout comme on le voit en France, avec cette question de grand remplacement. On pose même l'immigration comme étant un problème. On pose le migrant comme étant un envahisseur, mais pas comme un travailleur. Et surtout que la façon dont on a légiféré sur le droit à l'immigration, ça a été fait à des fins, à un but plutôt politique. Politique parce que ce sont le bloc occidental qui a une définition plus universelle sur la question et qui dit que, par exemple, je crois que c'est dans ils définissent à partir de l'article c'était à Genève qu'on a légiféré dessus et les critères pour être migrant ou réfugié, tout ça. Mais si on va aller plus profond, on va voir que ça a été concocté une façon que les gens puissent partager, aller vers une sorte de liberté d'expression. Si on se sent molesté pour la liberté d'expression et dénoncer une pratique des gouvernements autoritaires. Donc c'est une façon d'aller contre le bloc de l'Est qui dirigeait autrefois, qui était sous la houlette des Russes. C'est-à-dire que ça n'a pas été pensé, conçu sous le rapport de l'humain à l'économie, à ses besoins, mais ça a été pensé, conçu plutôt d'une manière à combattre une idéologie qui était celle du communisme. Alors, tout à l'heure, tu viens de dire réfugié. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre réfugié et immigrant? Oui, il y en a. Les mots ne sont pas innocents et voilà. surtout, les mots, ce sont des outils sociaux. Ok, alors c'est quoi la différence entre un migrant et un réfugié? Un migrant et un réfugié, si on parle, c'est que réfugié, c'est quelqu'un qui a rencontré des difficultés beaucoup plus politiques, qui vont aller vers une demande d'asile et tout ça par rapport à un gouvernement peut-être hostile, par rapport à certains problèmes qu'il confronte vis-à-vis d'une autorité ou de certains pays. Ça, on l'a vu déjà. Exactement. Par rapport avec, quand il s'agit même dans l'URSS, une autre fois avec Léon Trotsky, qui était obligé de se réfugier au Mexique, tout ça. Donc, mais le migrant, c'est quand on se sent bouleversé, on a des contraintes, difficultés économiques, climatiques, de nos jours, il faut ajouter climatique. Et puis, naturellement, on laisse l'endroit qu'on est pour aller résoudre ses problèmes ailleurs. Mais la question réfugié est motivée elle est surtout motivée par une des conséquences plutôt politiques ou raciales aussi. Racial, ça peut être motivé par racial ou problème de nationalité, conflit entre deux nations, tout ça. Et ça peut, on va octroyer. Tel a été le cas de la France qui a récupéré les Hmong autrefois, parce que nous, en 1970, la société guyanaise a vu arriver des Hmong en Guyane française et ça a été une tension. Et la la société guyanaise était en effervescence, en ébullition. Mais n'oublie pas que cette même tentative, cet essai de faire venir les Hmong, plutôt généralement les réfugiés du Laos, du Vietnam de l'époque, c'était une façon pour l'État français de l'époque de combattre l'idéologie communiste. Bon, je dis communiste parce que le communisme aussi, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On confond communiste et socialiste. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Alors ça, c'est un autre débat. Donc, on dit communiste comme ça couramment, ainsi de suite, parce que là, le slogan du socialisme, c'est à chacun selon son travail. Et celui du communisme, c'est
à chacun selon ses besoins. Donc, l'humanité n'est pas encore arrivée au stade du communisme, mais ils étaient un petit peu dans le socialisme avec ses dérivés du stalinisme. Ok, je ferme la parenthèse. Juste une façon de dire que c'était juste pour combattre encore une idéologie. Mais le problème de l'immigration, ça va surgir à partir des années 70. 70, quand il y a eu le choc pétrolier. Le choc pétrolier, éclatement de chômage, où l'Occident est bouleversé, tout ça. Et bon, on dit, bon, ok, on va refermer les frontières. Donc, c'est pas bien, l'immigration, on est en train de se faire submerger par d'autres. Ensuite, n'oublie pas aussi, 1960, 10 ans avant 1970, c'était la décolonisation. La période de la décolonisation où certains pays d'Afrique et d'Asie, du Sud-Est, s'émancipent. Ils ont pu accéder à leur indépendance. Et de là, il faut fermer les frontières. Parce que ce mouvement-là aussi peut générer une flux migratoire énorme selon les tendances de l'époque. Et par la suite, il faut ajouter un autre événement majeur encore. C'était l'effondrement du mur de Berlin. 1989. À partir de là, du 70, du 80, l'immigration, surtout l'immigration par le travail, l'immigration qui repose sur le travail. Parce que pour moi, c'est ce qui motive d'abord, principalement les gens à se déplacer. C'est question de travail. Eh bien, c'est à partir de là que l'immigration va prendre une connotation tout à fait et plutôt trop politisée. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'immigration est une nécessité? L'immigration, dans certains cas, c'est une... Oui, c'est vraiment un besoin. Quelques cas. C'est un besoin parce que l'humain doit se nourrir, doit se loger. Donc, s'il ne trouve pas de quoi se nourrir, il va déjà aller vers ses aliments. À la période préhistorique, que faisait l'humain? Il court derrière les animaux. Les animaux pour pouvoir manger. C'était la chasse, la cueillette. Donc, de nos jours, on vu que l'humain n'arrive plus à se nourrir des produits de la nature. Parce que, bon, c'est pas maintenant. Mais depuis, même si pour celles et ceux qui ont des références chrétiennes, à l'époque de Noé, dans la Bible, pourquoi les gens mangeaient de la chair? On parle que les gens mangeaient de la chair parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir des produits que la nature leur offrait. Sans planter, sans l'élevage. Donc il fallait, dans un premier temps, l'humain a pu s'adapter, l'élevage, tout ça pour pouvoir se nourrir. Parce que se nourrir est fondamental. Et d'ailleurs, il faut se nourrir même 3 fois par jour. Logement, tout ça, et sans oublier d'autres aspects accessoires à cette quête de vivre confortablement. Alors, si on parle d'immigration ou de réfugiés, on doit parler aussi de double nationalité. Donc, de nos jours, il y a vraiment un problème dans beaucoup de territoires parce que n'oublie pas, nous sommes au début de ce phénomène, le phénomène de grande migration. Parce que de jour en jour, il va y avoir beaucoup plus de nomades, des gens qui vont laisser chez eux pour aller vers d'autres endroits. Donc, les différences se rapprochent et il y a une sorte de contre-choc entre cultures. Donc, vous parlez de multiculturalité. L'immigration est positive sur pas mal de choses déjà. Parce que, comme vous m'avez questionné, et sur l'aspect positif. D'ailleurs, là où les différences se rencontrent, il y a beaucoup plus de possibilités de créativité. Donc là aussi, il y a beaucoup de migrants. On a beaucoup plus de marge de manœuvre pour exploiter, d'accord, pour faire, bon, je ne dis pas exploiter, mais plutôt pour faire bouger les leviers de l'économie. Exactement. Ça ramène la croissance. Si on ne me croit pas, vous pouvez me demander à M. Biden, de nos jours. Okay. Vous pouvez demander aux États-Unis, qui a su comprendre ce que c'est l'immigration. Les États-Unis, c'est le produit même de l'immigration. Et c'est ce qui fait des États-Unis d'Amérique ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Donc, même dans leur devise, on reconnaît aussi la valeur de l'immigration. Exact. De plusieurs, nous faisons un. De plusieurs, nous faisons un. Donc, moi, je crois d'une part à une pluralité unique. Et aussi la France aussi. Si on parle d'immigration, on doit parler aussi de la France. La France, c'est le pays qui a le moins de migrants. L'un des pays qui a le moins de migrants en Europe. Tandis que la France... Devant l'Allemagne, devant l'Angleterre,
devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, la France a moins de migrants. La France, Alors qu'elle est sixième puissance économique mondiale. Ok. Donc, et si on ne pense pas, si on ne repense pas l'immigration en France, on va avoir une France fermée sur elle-même à l'avenir. Parce que déjà, plus de... Elle est bâtie sur l'immigration, si on peut le dire ici. Non, la France est une conglomération de peuples, en fait. Donc, c'est évident, c'est une agglomération de peuples. D'ailleurs, le nom du pays vient de peuple, vient d'une tribu d'ailleurs. Ah. Ce sont des Francs, ce sont des tribus germaniques. Ok. Parce que le nom indigène, si on peut dire, du pays, c'est la Gaule. Mais bien sûr que ce sont les Romains qui ont appelé la Gaule, à cause qu'ils avaient un symbole de coq. Parce que Gaule, Gallus, Gallodrome, c'est encore les mêmes champs lexicaux du mot coq. Donc la France, c'est un peuple venu d'ailleurs qui a construit la France. Baptême de Clovis, Clovis adapte à la chrétienté, les Gallo-Romains, ainsi de suite. Donc, puisque les Romains ont conquis la Gaule, la France actuelle, à partir de 52, avant Jésus-Christ. Ok, bon, donc c'était à l'époque les Celtes, celles qui ont les premiers occupants connus de ce territoire, les premiers occupants connus de ce territoire, les Celtes. Donc, à la fin, donc, on a vu que de nos jours, l'immigration sert, ce phénomène-là sert à légitimer des politiques extrêmes. Extrêmes, oui, on ne veut pas ça, la réponse, la question d'identité. Et on a vu récemment avec Jean-Luc Mélenchon qui parlait de créolisation, et Zemmour qui dit non, je ne veux pas de créolisation, ou non, parce que la France est en train de se perdre dans sa quintessence, la France est essentiellement blanche. Bon, tout se ramène aussi à une question de couleur de peau, de white power, le pouvoir blanc. Donc, même les États-Unis, les États-Unis ont essayé de dépasser, de transcender la réalité, mais il reste encore beaucoup à faire, puisque jusqu'à date, les droits civiques des Noirs aux États-Unis ne sont pas tout à fait respectés. Ça, on le sait. On le sait, on ne peut pas se mentir. Parce que les Noirs aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, en 1865, moi, je préfère de ne pas dire abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais plutôt après l'abandon de l'esclavage, suite à l'abolition haïtienne de l'esclavage, parce que Haïti, c'est ce pays qui a poussé les colons de l'époque à abandonner cette malédiction qu'est l'esclavage. Moi, je le qualifie de malédiction, pour parler de les chrétiens. Cette malédiction qu'est l'esclavage, en fait. Et pourquoi cette malédiction? Parce que c'est une malédiction, en fait, parce que pourquoi? l'humain n'est pas né pour vivre enchaîné, pour vivre dans les chaînes. Donc, on a un cerveau, comme Spinoza le dit, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné de l'intelligence. On a de l'intelligence. On n'a pas besoin de prendre l'autre, de matérialiser l'autre, jusqu'à ce que annihiler ce qu'il est, annihiler sa culture, juste moi-même pour subsister. Regarde ce que font la Chine. Pourquoi la Chine, la devise chinoise, je l'adore. Nous comptons sur notre propre force. Nous comptons sur notre propre force. Et si la Chine était dans cette pratique, dans cette logique d'imposer son paradigme au monde entier, l'humanité parlerait chinois. Exact. Parce que, désolé, conventionnellement, on nous dit que oui, tel peuple a colonisé, a arrivé en Amérique avant. Mais on voit que ce sont des super chéris de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On ne peut pas enseigner ça encore à l'école. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc nous sommes en train de subir des concepts erronés, remplis de confusion traditionnelle. Donc il faut que l'Europe, l'Occident et d'autres peuples se raisonnent sur eux-mêmes de nos jours pour voir que le monde a changé, que nous vivons un changement d'époque qui nécessite un effort mental pour la gestion de l'humanité, pour la bonne gestion de l'humanité. Alors, est-il possible un monde sans frontières, sans passeport, sans migrants? Quand vous parlez de frontières, qu'est-ce que vous voulez dire? Les murs, les barbelés? Exactement. Ben, déjà, on peut pas décider un bonjour et de se lever et de dire je vais dans tel ou tel pays. Il y a des règles. Pour moi, ce n'est Il y a des règles. Pour moi, ce n'est pas une frontière. Non, les frontières sont sécurisées. Non, je comprends ce que vous dites. Donc, les frontières visibles physiques, Je parle ça a été créé. Je parle et des frontières physiques
Et des frontières visibles ou invisibles, si on veut le dire. Oui, tout à fait. Donc, les frontières physiques visibles ont été créées par l'humain. Ont été créées par l'humain. Et ce n'est pas vraiment les vraies frontières, les frontières les plus fondamentales. C'est de nos jours. On voit qu'il y a beaucoup de frontières à travers le monde. Monsieur Abinader, entre les Haïtiens et les Dominicains, ont érigé un mur. Exact. Donald Trump a fait pareil. Il ne croit pas que l'Union européenne, qui se veulent des pays plutôt ouverts, parce que l'Union européenne est composée de 27 pays, je crois, 27 pays, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, ils se disent ouverts, mais pas vrai. Parce que pourquoi il y a beaucoup de migrants aujourd'hui qui viennent de la Syrie en Guyane, alors qu'elle est beaucoup plus proche de passer par les Balkans, de passer par la Grèce. Quelqu'un qui est syrien, il est beaucoup plus proche de passer par la Grèce pour arriver en Europe. Exact. Et pourquoi il a décidé de faire un long trajet, de passer par le Brésil et venir masser en Guyane, surtout sur la route d'Arago, pour aller en France après? Parce que l'Union européenne a construit des murs. L'Union européenne n'a pas construit des murs de manière Visible. donc ça n'émane pas. La construction, ils encouragent plutôt la construction, parce qu'il faut aussi garder c'est une question de prestige. Vous dites que nous sommes ouverts, nous sommes démocrates, nous sommes là pour l'épanouissement des talents, alors que beaucoup de pays en Europe se veulent beaucoup plus des repoussoirs des gens à talent. Même pour la Guyane. Beaucoup de la Guyane française, beaucoup de gens intelligents ont laissé la Guyane pour aller aux États-Unis. Donc, nous avons choisi de repousser des talents, des gens qui veulent travailler, des gens qui pourraient faire bouger. Et ce n'est pas bénéfique du tout pour le pays. Les États-Unis nous fournissent la preuve. Les États-Unis nous fournissent la preuve. Donc, l'Union européenne, à travers les pays des Balkans, la Roumanie, il encourage la construction, il finance la construction. Il ne le fait pas, il finance la construction des constructions. Plus de 800 millions d'euros pour la construction et plus de milliards d'euros pour contrôler, pour acheter les drones, les matériels pour surveiller les migrants. C'est ça que la démocratie. C'est à partir de monter les murs des frontières physiques, visibles, parce que lorsqu'on monte des frontières physiques, visibles, on ne reconnaît pas l'autre. On nie l'existence de l'autre. Par exemple, Abinader nie qu'il y a des Haïtiens là-bas. Question, problème d'altérité de l'autre, je ne veux pas, parce que le mot l'autre, c'est la façon philosophique de dire l'immigrant, l'autre. En Europe, l'autre est un problème. Et par ainsi, l'Europe, l'Occident est en train de confirmer les dires de certains. Quels est ces dires? Qu'il s'agit d'une terre xénophobe. Xénophobe, haine des étrangers. D'ailleurs, le mot étranger, déjà dans certains pays d'Europe, est... Arrêtez. Étranger, bon, c'est un mot que j'aime pas non plus. Parce que quand on dit étrange, c'est effroyable. Étrange, effroyable. J'ai peur. C'est ça l'étranger. Donc, les vraies frontières, pour moi, c'est la langue. Les us, les coutumes. Quand on arrive dans un pays, pour transcender les frontières, c'est la langue qu'on cherche à parler. C'est comprendre la société qu'on vit. L'intégration commence par la langue. Par la langue. Exact. C'est le moyen de s'exprimer et de faire passer ce qu'on a dans l'esprit. Le langage joue un rôle fondamental, voire de ciment social entre certains peuples. Créole parler, créole comprendre, comme on dit en Haïti. Donc, ça fait le lien. Donc, les langues, les us, les coutumes. Donc, on a beaucoup plus de choses à partager entre nous, et ainsi de suite. Bon, c'est normal. Mais comme je viens de vous le dire, c'est vrai que l'Occident est en train de commettre des gaffes aussi. Par exemple, regardez la Grèce, qui est le berceau de la civilisation européenne, occidentale. Parce que l'Europe, de nos jours, dans le champ épistémique de savoir, doit beaucoup à la Grèce. Et même la façon que l'Europe pense, c'est l'idéal grec. Alors qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui subventionne la Grèce. L'un des ports en Grèce, Pirée, appartient à la Chine. La Grèce, l'Europe ne devrait pas humilier la Grèce. Humilier la Grèce, c'est humilier l'Europe.
Or, de nos jours, la Chine subventionne la Grèce. L'Europe est devenue, l'Occident, si je veux, est un spectateur de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Un protectorat des États-Unis. L'Europe est un protectorat des États-Unis. C'est ce que ça veut dire ça. Des États-Unis d'Amérique. Ok, alors on a une terre d'immigrés. Laquelle? Cette terre-là que nous vivons. La Guyane française. Je ne parle pas de la Guyane française. De- Je parle en général. En général, l'humain, c'est un homo migrans. L'homo migrans, c'est-à-dire il est appelé à se déplacer. L'homme est action et mouvement. La vie même, c'est la mouvance. Donc, on ne peut pas rester figé. Si on reste figé, on meurt. Quand on dit, par exemple, dans certains pays qu'il y a des chômeurs, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas des chômeurs. Il n'y a pas des chômeurs. Il y a peut-être des solopreneurs, des brasseurs, quand on dit chez nous. On a brassé la vie. Tu vois? Donc, mais si on parle de questions de chômeurs, mais pas vrai. Parfois, il y a les gens cherchent leur métier, ils cherchent à trouver quelque chose à mettre sous la dent. Donc, c'est le problème. Le problème, c'est que l'humanité va confronter à une problématique là qui est préoccupante. La démographie. Parce que, dans un premier temps, il y a la technicité, la technologie qui développe. La technologie, la démographie. Donc, ça aussi pose de véritables problèmes. Parce que si on est actuellement à près de presque 8 milliards d'habitants dans le monde, 7 et presque 8 milliards d'habitants dans le monde. Donc, si on passe à 11 milliards, on va faire quoi? Là, il faut développer l'agriculture, beaucoup plus. Et développer l'agriculture, on ne va pas le faire de manière brutale, juste pour matérialiser le sol, juste pour faire de l'agro-toxique. Parce que beaucoup de ce que nous consommons aujourd'hui, c'est de l'agrotoxicité. C'est pourquoi il y a un éclatement de beaucoup de maladies, beaucoup de choses qu'on n'entend même pas réfléchir dessus, parce qu'on sait d'où cela vient. Donc il faut repenser les choses parce que, vu avec l'évolution de la technologie, la seule chose qu'on ne peut vraiment pas numériser, c'est l'agriculture. C'est l'avenir du monde. Alors, l'homme est appelé à se déplacer. Et c'est avec ce mot-là qu'on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Marc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci Emma, et je profite pour dire que nous autres Haïtiens, par exemple, nous sommes très généreux. Si on regarde les gens qui se déplacent, puisqu'on termine avec le déplacement, le déplacement est bénéfique dans le sens que le déplacement des migrants a permis d'aider les confrères, les parents qui sont restés chez eux. Et dans les années 2019, on a eu un budget de 7 milliards de dollars de la part des migrants qui ont été envoyés dans leur pays d'origine pour aider leurs parents qui sont dans le besoin. Parce que quand on envoie de l'argent de nos jours dans un bureau de transfert, on voit que motif est d'aide nourriture. Voilà, aide familiale, aide nourriture, tout ça. Donc, le premier pays qui envoie beaucoup plus d'argent au monde en 2019 à ses compatriotes, vous savez quel pays? Haïti. Haïti. Parce que l'envoi de l'argent des Haïtiens représente 40% du PIB national. Donc, sans cette manne, Haïti serait déjà un petit peu au bord de l'éclosion accomplie. Bien. Alors, Merci. nous vous disons merci et à bientôt pour une prochaine émission.